Un jour où on passe avec une des trekkeuses, elle voit les rubalises, comment dire, les barrières, les choses de protection. Elle me dit « Mais qu'est-ce que c'est tout ça chez toi ?» Je dis « Ça, c'est la tempête Alex. » Elle me dit « Mais tu rigoles ?» Je dis « Non. » Elle me dit « Mais t'as rien dit ?» Je dis « Non. » Il y a pire que moi. Bah oui. Elle est comme ça, Anne-Laure. Parce que voilà. Elle me dit « Mais c'est pas possible. » Elle me dit « Mais il faut qu'on vienne t'aider. » En confidence, notre invitée aujourd'hui, c'est à la fois une victime, une sinistrée, mais aussi une héroïne de la tempête Alex. C'est une tempête qui a frappé durement les Alpes-Maritimes le 2 octobre 2020. Et aujourd'hui, elle va nous raconter sa tempête Alex à elle. Comment elle l'a vécue. On va parler de drame, mais on va parler aussi d'une grande humanité dont elle est le témoin. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Eric. Comment ça va ? Plutôt bien. Mieux depuis 5 ans ou il y a encore beaucoup de travail à effectuer ? Beaucoup mieux. Ouais. Beaucoup a été fait, bien sûr, sur tous les plans, au niveau des terrains publics et au niveau des terrains privés. Il y a encore à faire un peu par-ci par-là, mais ça va beaucoup mieux, bien sûr. Alors, on fait un peu un bivouac ensemble aujourd'hui. Oui, je vois. Ça, tu connais bien le bivouac. On va voir que tu es une trekkeuse, qu'à la fois tu as connu cette tempête Alex et que tu as aidé beaucoup de gens grâce au trek et à une association qui s'appelle Mission Trek. Juste avant, on va essayer de connaître un peu ta vie et savoir qui tu es. Tu es quel genre d'enfant, toi ? Plutôt calme et sage. Plutôt calme et sage. Oui. Je sais que c'est ta famille qui te donne le goût de la montagne, très jeune. Oui, tous les ans, on part 15 jours en montagne en été, avec mes parents et ma sœur, et on randonne régulièrement pendant ces vacances. Alors, tu vas faire des études ensuite qui vont t'éloigner de la région. Tu vas partir à Paris. Pendant combien de temps à peu près à Paris ? Je suis à Paris une quinzaine d'années. Oui. Donc, c'est en 2012 que tu vas revenir dans cette région PACA. Tu vas avoir un travail à Monaco. Oui. Dans quel domaine tu travailles ? Je travaille dans les ventes aux enchères. Ok, donc une salle des ventes à Monaco, dont tu es secrétaire générale, c'est ça ? C'est ça, à l'hôtel des ventes. Et tu vas vivre, à partir du moment où tu quittes Paris, entre Monaco et la vallée de la Bévéra. Ça se trouve à peu près à 1 heure de route de Monaco. Tu décides vraiment de faire l'aller-retour pratiquement tous les jours, c'est ça ? Oui, c'est ce que je fais tous les jours, mais quand on vient de région parisienne, quand on a passé 15 ans dans les transports à Paris, finalement, c'est agréable même. Voilà. Donc tu vas t'établir dans cette vallée, et puis tu vas t'adonner là-bas à ce que tu aimes, la montagne, la randonnée, le trek. Qu'est-ce que c'est le trek, d'abord ? Le trek par rapport à la randonnée, il y a peut-être un degré d'intensité qui est un petit peu différent. La randonnée, souvent, c'est à la journée. Le trek, c'est sur plusieurs jours. On part avec tout ce qu'il faut pour être autonome en montagne, de quoi dormir dehors, manger. Et puis, c'est des plus longues distances, forcément, puisque c'est sur plusieurs jours. Ouais. Alors, toi, quand tu fais du trek, je crois que tu es plutôt solitaire. Tu n'es pas affilié forcément à un club. Non, voilà, c'est hors club. Ouais. C'est ça. Hors club. Et tu vas souvent avec seul. des amis, mais hors club, mais la tempête va tout changer. Parce que quand tu vas trekker, maintenant, c'est plus toute seule, c'est souvent à 10, à 20, à 30 personnes. Et on va voir comment tout ça va se mettre en place. On est le 2 octobre 2020, tu es dans ta maison. On peut dire l'endroit où tu habites ou pas ? Oui, j'habite dans un village de la Bévéra, à Sospel. Ouais. 2 octobre 2020, tu passes un coup de fil à ton patron. Qu'est-ce que tu lui dis ? Je suis exactement, en fait, la veille déjà, un petit peu alertée par ce que la météo annonçait. Et on nous annonçait du rouge. Donc prudence, ne pas sortir, éviter les déplacements, etc. Et donc je dis à mon patron, c'est peut-être pas très prudent que je vienne au travail, je vais prendre mes affaires pour travailler de la maison. Donc il accepte. Et c'est ce que je fais. Et bien m'en a pris. Parce qu'effectivement, le ciel était vraiment noir d'encre. Les éléments se sont vraiment déchaînés à partir de... Enfin, ça a duré toute la journée, mais surtout de mémoire 17h, 18h, où là, j'ai plus pu du tout sortir de chez moi. Alors, ça, c'est un moment où tu vas vraiment te dire, là, il ne faut pas que je parte, tu restes à la maison. Quels sont les signes qui te font dire, là, ça va être vraiment plus fort que d'habitude ? Je ne voyais pas les arbres en face de ma maison. Ouais. Un vent à décorner les bœufs, comme on dit, une pluie torrentielle. C'était vraiment cataclysmique, en fait. Alors à ce moment-là, tu vas commencer à être alerté aussi par ton téléphone, les réseaux sociaux.
Voilà, alors jusqu'à un certain point, j'ai vu quelques images. Heureusement, je n'ai pas vu tout ce qui s'est passé par la suite, sans quoi j'aurais vraiment été très effrayée. Mais j'ai vu quelques images qu'on a tous vues, je pense, au départ, de ces voitures bloquées sur une route avec des cascades d'eau, puis on voit bien que le conducteur hésite à passer. Ouais. Une autre image avec un pont, avec une sorte d'explosion, en fait. Et j'ai dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ? Et puis j'ai échangé encore un petit peu avec les gens qui étaient en bas. Et bon, on a vu que quand même, c'était surtout, je crois, des images de la Vésubie. Ouais. Donc c'était assez inquiétant, mais moi j'étais dans ma maison à l'abri, on va dire. Ouais. Voilà, à l'abri. Donc la journée se passe, tu télétravailles. Hein, donc, oui, puisque, tout à fait, voilà. ouais, j'avance. Ouais. Et puis à un moment, tu vas prendre conscience qu'il y a un problème, tu vas passer dans ta cuisine. Voilà. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Je passe dans la cuisine et je vois par terre des filets d'eau. Je dis, tiens, mais c'est bizarre. Et puis je regarde mon lave-vaisselle et je me dis, bah non, il ne fuit pas puisqu'il n'est pas branché. Donc évidemment, je range ma serpillière. Et je comprends assez vite que ce n'est pas du tout l'électroménager, mais que c'est tout simplement les intempéries qui sont en train de passer de l'extérieur à l'intérieur de la maison. Ouais. Et je vois en effet l'eau qui remonte par le sol, par le carrelage, et qui sort par le bas des murs, et qui fait ces espèces de petits fleuves d'eau, on va dire, dans la maison, dans toutes les pièces du rez-de-chaussée. Donc là, tu te dis... Là, j'ai un moment de stupéfaction quand même, 10 minutes, un quart d'heure à me dire qu'est-ce que je fais. Et puis, dans ces cas-là, on branche le pilote automatique. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ton pilote automatique à ce moment-là ? Je dois mettre hors d'eau le plus de choses possible parce que là, je ne suis pas bien. Ouais. Et on va préciser que tu n'es pas bien et que tu es seule dans cette maison. Oui, je suis seule dans cette maison et je me dis qu'est-ce que je dois faire. Alors évidemment, je réfléchis qu'est-ce que j'ai vu sur les inondations à la télévision. Ouais. Et tout le monde met les choses sur les tables ou à l'étage quand il y a un étage. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai monté le plus de meubles possible à l'étage, les papiers importants, les factures, parce que tout de suite j'ai dit bon. Inondation égale facture à produire plus tard. Donc j'ai enlevé tout ce qui était en bas, vraiment au niveau inférieur de mes étagères. Et j'ai mis hors d'eau le plus de choses possible. Et je me suis aussi signalée auprès de mes voisins, puisque j'avais encore à ce moment-là du téléphone. Et je les ai prévenus que je prenais l'eau et s'ils pouvaient me signaler eux-mêmes auprès des pompiers. Okay. Les pompiers étaient évidemment débordés, donc je n'attendais pas d'aide à ce moment-là. Mais c'était au moins pour que je sois signalée. Ok. Voilà. Et tu as bien fait de te signaler par téléphone, parce qu'à un moment de la journée... Je n'ai plus que la box Internet, et ensuite je l'ai débranchée parce qu'il y avait de l'eau. Donc dans ces cas-là, il faut évidemment débrancher tous les appareils électriques, box incluse. Donc je n'avais plus de moyens de communication du tout. Tu es coupé du monde. Là, j'ai plus de communication, oui. Donc mon voisin est descendu quand même m'aider. J'ai eu le temps de dire, écoute, viens me donner un coup de main, parce qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas manipuler toute seule. Et quand il est arrivé... J'ai ouvert la fenêtre et les volets pour qu'il rentre. Et là, la boue est rentrée dans le salon. C'est-à-dire que là, tu as une coulée de boue qui se déverse. Oui, de chaque côté de la maison, il y avait des sortes de cascades qui envoyaient l'eau avec une violence inouïe, vraiment des deux côtés. Dans notre région, on a beaucoup de maisons semi-enterrées, puisque ce sont des restanques. C'est le cas de la tienne, c'est une maison des années 50 Des années 50, oui, une ancienne bergerie des années 50. En pierre, donc, en pierre, sans doute. Oui, tout à fait. Et donc, j'ai vu ces trompes d'eau de chaque côté de la maison, qui habituellement, évidemment, n'existent pas. Et quand j'ai ouvert, l'eau sale et la boue sont rentrées. Donc là, tu es avec ton voisin et qu'est-ce que vous faites on a continué d'essayer de mettre hors d'eau, le canapé sur la table, la table sur autre chose, des bastins sous les meubles pour que ça soit le plus surélevé possible. On a fait ce qu'on a pu. Et puis je suis allée dormir chez eux parce qu'on ne dort pas dans une maison comme ça. Tu fais un petit baluchon à la va-vite. Qu'est-ce qu'on met dans un baluchon quand on est, comme tu disais, en pilote automatique, en survie ? Pas grand-chose. Pas grand-chose. La brosse à dents. Les papiers. Les papiers, la brosse à dents. Voilà. Les clés de la maison, c'est pas la peine. Alors maintenant, j'aimerais que tu me racontes ce qui se passe pendant la soirée, puis la nuit, chez tes voisins. J'imagine que personne n'a bien fermé l'œil de la nuit, non ? Oui, la nuit fut assez courte, effectivement, avec une petite angoisse de dire qu'est-ce que je vais trouver demain. Et le lendemain, grand beau temps. Le ciel était extraordinairement limpide, pas un nuage. Et on est descendu. Et la veille, en partant, j'avais laissé les fenêtres et les portes-fenêtres ouvertes, ce qui a permis à l'eau qui rentrait d'un côté, finalement, de s'écouler de l'autre. Et ça a évité un effet bocal à l'intérieur de la maison. Et ça, tu l'avais fait un peu machinalement. Oui. Et c'est ce qui a un peu sauvé ton rez-de-chaussée. On va y revenir. Au moment où tu te réveilles, j'imagine que c'est très tôt le matin pour aller voir les dégâts. Et là, tu retrouves du réseau téléphonique. Et tu reprends ton téléphone et tu trouves des
tas de messages, des tonnes de messages. Oui, j'ai une cinquantaine de messages messages de mon entourage, que ce soit professionnel, familial ou amical, qui, eux, ont vu, partout, même à Paris, ou voilà, ont vu d'autres images que nous, sur place, on n'a pas vues, puisqu'on était isolés. Et je mesure, là, qu'il y a dû vraiment se passer quelque chose hors norme. Ouais. Voilà. Parce que les messages sont très inquiets. Les messages, c'est mais donne-nous des nouvelles, on est très inquiets, on a vu ce qui se passe. En fait, ils en savaient plus que moi à ce moment-là. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et eux étaient d'autant plus inquiets qu'ils voyaient des images et des images. Alors, des images, on en a quelques-unes en tête, hein, ces maisons qui s'effondrent dans les rivières, ces ponts aussi qui se déchirent littéralement sous les flots. Ça, tu l'as vu de tes propres yeux, ça, quelques maisons qui sont tombées dans la rivière Sur le moment, non. Sur le moment, non. Après, oui, bien sûr. Après, on a vu les résultats, oui. Ouais. Quand tu rentres dans ta maison ce matin où le ciel est parfaitement bleu, tu es dans quel état d'esprit ? Soulagée parce que la maison est là, soulagée parce que moi, ça va, un petit peu inquiète de ce qu'il va y avoir à, évidemment, nettoyer, bon, mais soulagée quand même. Ouais. Oui, parce qu'à partir de là, il y a une deuxième galère qui démarre, c'est celle des assurances. Oui. Ça prend souvent beaucoup de temps, on le voit dans les reportages des mois, à la voire télé. des années. Oui. Donc j'en profite, j'ai une victime d'inondation depuis 2020, donc ça fait 5 ans. Ça y est, les choses sont rentrées dans l'ordre. Tu as mis combien de temps avant d'être indemnisé, par exemple ? Ça a été long. Je pense que ça a pris un peu plus de 2 ans au total. C'est énorme. Ouais, un peu plus de 2 ans, oui. Et pendant ce temps-là... Parce que si la personne sinistrée ne fait pas les démarches, ne relance pas, c'est compliqué d'avoir en face du répondant. Ouais. Voilà. On est malheureusement dans un système où ce sont souvent des plateformes, où on appelle, on n'a jamais le même interlocuteur. Donc voilà, l'organisation est faite comme ça maintenant et c'est compliqué à gérer pour les sinistrés. Globalement, tu as perdu beaucoup d'argent dans cette tempête ou les assurances... Non, à la fin, l'assurance a joué son rôle, mais ça a été vraiment, vraiment compliqué. Ouais. Le bilan, c'est 11 morts, 8 disparus, 13 000 sinistrés et plusieurs centaines de maisons détruites. 1 milliard d'euros de dégâts, c'est quand même un bilan cataclysmique. Toi, quelques heures après être rentré dans ta maison, tu vas te reconnecter sur les réseaux sociaux et puis tu vas faire une réflexion. En voyant les images, tu te dis... qu'est-ce que tu te dis d'ailleurs ? Je relativise tout de suite, évidemment. Je fais un pas de côté, je dis, OK, bon... J'ai de l'eau dans la maison, j'ai eu de la boue, j'ai des restants qui se sont effondrés, j'ai 3 murs de soutènement de mes restants qui sont tombés en dessous de mon chemin d'accès. Ce qui est un problème parce que c'est ce qui soutient l'accès à ma maison en fait. Donc si ça continue de creuser avec les intempéries, je ne peux plus à terme accéder chez moi. Mais enfin, je trouve tout ça finalement bien peu par rapport à ce que je vois. Des images avec effectivement des maisons coupées en deux, avec des gens qui ont disparu dans leur maison. On a vu ces images de ce couple de Roquebillière qui est malheureusement qui a été emporté par les eaux. Qui font partie de ces 11 victimes. Tout à fait. Donc quand je vois ça, je dis j'ai pas le droit de me plaindre. Voilà. Et je vois en effet sur les réseaux un premier groupe d'entraide qui se constitue assez vite. Oui. C'est le bon côté des réseaux sociaux parfois quand même. Et je me dis, tiens, bon, mon terrain est endommagé, mais quand même, il reste de la place. Si un berger a besoin pour mettre ses bêtes, pourquoi pas le mettre à disposition ? Donc, c'est ce que je fais et j'envoie un petit message. Et puis, je reçois une réponse, merci beaucoup, c'est très gentil. Et à la suite de ce message-là, un appel d'un certain Martial qui me dit, voilà, j'ai vu ton message, je suis à la recherche d'un terrain sur lequel je pourrais implanter une base, une arrière-base exactement, d'une trentaine, quarantaine de personnes, des trekkers essentiellement aguerris à la montagne, et il m'explique le projet. Et le projet est le suivant, il veut constituer une sorte de collectif de personnes volontaires, habituées donc aux marches un peu laborieuses en montagne, en terrain difficile, à porter des charges lourdes, pour aller ravitailler les sinistrés, les personnes qui se sont trouvées enclavées et coupées de tout finalement parce que les routes ont été défoncées, les accès n'existent plus dans énormément d'endroits. Je crois qu'il y a eu peut-être plus de 60 brèches sur la route qui parcourt la Roya. Et donc son idée c'est ça, c'est remplir des sacs à dos en biens de première nécessité, de l'eau, du lait, des bougies, des lampes de poche, etc. pour apporter à ces gens-là. Voilà. Et toi, dans la conversation, tu lui dis j'ai un terrain, mais je suis aussi trekkeuse.
C'est ça. Et il dit, on va avoir besoin de gens qui savent marcher, qui savent porter aussi des charges lourdes. Parce que quand vous partez avec ces sacs à dos pour ravitailler des personnes, ça peut peser combien de kilos un sac à dos ? 15, 20, 30 kilos, ça dépend de la capacité de chacun. Ouais. Qu'est-ce qu'on y met dedans au départ ? Vraiment les biens de première nécessité pour le départ. Oui. Ouais. De quoi s'éclairer, de quoi se nourrir. Alors, on va expliquer que tu vas rencontrer du coup beaucoup de monde. Toi qui avais l'habitude de trekker avec quelques amis ou la plupart du temps seul, ça va changer la donne. Le premier jour, c'est le week-end suivant cette tempête Alex. Donc ça va très vite. Oui. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas accueillir sur ton terrain combien de trekkers qui vont venir de loin, des fois pour certains d'entre eux ? Oui, je rentre du travail en même temps que eux finalement convergent vers ce lieu de bivouac que j'ai mis à disposition. Alors ça c'est important parce que tu as continué à travailler dans la foulée, toi, très vite. Donc il y avait la boue dans le salon, mais on continuait à faire les retours Monaco. Voilà, il a fallu descendre au travail, ce qui était normal. Et donc le vendredi soir, je remonte et vers 19h, je vois arriver les uns après les autres 30 ou 40 personnes avec des gros sacs à dos, avec de quoi bivouaquer, matériel des toiles de tente, des réchauds, pour être complètement autonome, puisque Martial m'avait dit, le but c'est d'être parfaitement autonome en mode trek, d'abord pour ne pas gêner les communes qui ont été impactées. Il faut que les gens soient autonomes, on n'a pas besoin de nous assister, on saura faire. S'il y a un tuyau d'eau, éventuellement, c'est bien. Donc c'était le cas. Ouais. Voilà, ça sert de douche. Exactement, même au mois d'octobre où il fait un peu frais. Exactement, plein mois d'octobre à la montagne, je peux vous dire qu'un tuyau de douche, ça doit être frais quand même. Hein, oui. Un tuyau d'arrosage pour se doucher. Bref, ils arrivent chez toi, pour certains le vendredi, mais ce que je veux que tu nous racontes, c'est l'émotion que tu as le jour de la première mission. Tu parles d'une colonne de 150 mètres à peu près, avec 42 trekkers. Et là, tu as quelle pensée en tête ? J'ai trouvé ça assez dingue de réussir à réunir en finalement 2 jours, parce qu'entre le moment où Martial poste son annonce et le moment où on peut effectivement partir sur le terrain, il y a 2 jours, 3 jours qui passent. Donc c'est extrêmement rapide. Donc il arrive à rassembler 42 personnes qui ont les mêmes compétences en montagne, on va dire. Je me dis quand même c'est fort, c'est vraiment fort. Ouais. Martial, c'est celui avec lequel tu as signé ce livre dont on parlera tout à l'heure et qui va nous aider aussi beaucoup dans cette vidéo parce qu'on va raconter des missions que vous avez accomplies. Combien de missions à ce jour On en est à près de 80 missions. Ouais. Ça représente 20 000 heures à peu près de bénévolat, tout cumulé. Donc, et 80 missions, sachant que c'est parfois 2 jours, parfois 3 jours. Donc, ça se démultiplie. Ouais, c'est ça, parce que parfois, vous passez plusieurs week-ends sur une même mission. Exactement, c'est ce qu'on cherche à faire. Et encore aujourd'hui, vous passez certains week-ends à aider des victimes de la tempête Alex, on est d'accord. Oui. La tempête Alex, prise d'assaut aux éditions du Cabri. On va beaucoup parler de ce bouquin, parce qu'en plus, c'est un bouquin solidaire qui est vendu au profit de l'association. Raconte-nous le moment où vous partez, les décors qui s'offrent à toi. Quand je dis décors, ce sont des décors de cinéma. Tu parles même de la planète des singes. Oui. Explique-moi pourquoi tu parles de la planète des singes quand tu découvres ces paysages. C'est apocalyptique. C'est vraiment apocalyptique. On a des voitures dans des arbres qui ont été soulevées et projetées dans des arbres. Tout est sans dessus-dessous, tout est retourné. Les routes sont éventrées. Les maisons sont... toutes celles qui sont en bord de fleuve sont éventrées. C'est inouï, on ne peut pas imaginer. Vraiment, on ne peut pas imaginer. Et donc, oui, effectivement, ça m'a fait penser à cette scène de la planète des singes où on voit les monuments américains détruits et complètement à l'envers. Et c'est peu de monde, finalement, au milieu de nulle part. Ouais. Parce que c'est l'impression qu'on avait, c'est d'être un peu des survivants dans un décor vide. Voilà, sachant qu'il n'y a aucune voiture, évidemment, non, parce que justement, pourquoi des trekkers ? C'est parce qu'il y avait des routes tellement défoncées, des ponts qui n'existaient plus, qu'on ne pouvait aller qu'à pied chez les sinistrés pour leur apporter ne serait-ce qu'à boire et à manger. C'était ça le but de C'est ça, parce qu'à ce moment-là, les tournées d'hélicoptères ne sont pas encore en place. D'ailleurs, à ce moment-là, on ne sait pas qu'il va y avoir des tournées d'hélicoptères, c'est le début. Donc on se dit, mais comment vont faire les gens s'ils n'ont pas d'électricité, pas d'eau courante ?
ça va devenir un problème. Parce qu'il y a du monde quand même dans la Roya. Ouais. Raconte-nous les premiers visages que tu rencontres, des personnes qui vous disent quoi ? Merci de venir, ou non, c'est bon, on n'a besoin de rien. Parce que ça, tu le racontes dans ce livre avec Martial. Oui, en fait, je pense que comme les gens ne nous attendaient pas, ils ont été très surpris. Parce que vous êtes chez vous, vous savez que maintenant, vous êtes enclavé pour X temps, parce qu'il n'y a plus de route. Et vous voyez débarquer 30 ou 40 gaillards, les sacs bien garnis. Dans votre jardin ? Dans le jardin, Ouais. alors que vous n'attendez personne. Effectivement, ça a de quoi surprendre quand même. Mais alors, ça les surprenait, j'imagine, dans le bon sens, parce qu'on parle beaucoup de réconfort aussi. Qu'est-ce que c'est la première vision de ces premiers sinistrés que tu abordes ? On s'est arrêté assez vite chez Stéphanie, qui est chez elle et qui a un chemin d'accès qui est entre la boue et les rochers. Et il y a un gros bloc qui est tombé en plein milieu de son chemin. Donc elle ne peut plus ni aller ni venir. Elle est vraiment, pour le coup, chez elle et bloquée chez elle. Et on dit, on va l'aider. On va l'enlever, ce rocher. Évidemment, elle toute seule, c'est impossible. Elle était seule à la maison, elle aussi, ou elle était en famille, Stéphanie ? Il me semble que ce jour-là, il me semble qu'on l'a trouvée seule, mais je ne vais pas dire de bêtises. Mais quoi qu'il en soit, on s'est tous affairés autour de cette pierre et de cette coulée de boue pour pouvoir la retirer. Ce n'était pas une mince affaire. Il a fallu faire la technique des Égyptiens avec les petits rondins. Énorme rocher, ça peut peser parfois plusieurs tonnes Oui. Peut-être pas plusieurs tonnes, mais en tout cas... plusieurs centaines de kilos. Voilà, bien lourd. Bien lourd. Donc c'est ce qui a été fait. Donc quand elle a vu que tous ces gens qu'elle ne connaissait pas, parce que c'est ça qui est assez magique et extraordinaire, c'est qu'on ne la connaissait pas. Bon. Et on s'est arrêté chez elle parce qu'on a vu qu'il y avait un problème à ce niveau-là, qu'on est allé la ravitailler, on lui a amené des choses. Et je suppose que quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui arrive comme ça à donner un coup de main à l'improviste... C'est un peu rare aussi. C'est bien rare, oui. Honnêtement, il y a eu des larmes. Elle a été vraiment émue. Elle a été touchée. Bien sûr. Comment ils vous remercient, ces gens que vous croisez et que vous aidez ? Parfois, à 30 ou 40, on fait le travail qu'on aurait fait à 1 ou 2 pendant 6 mois. En quelques heures, c'est rétabli ? Dans le meilleur des cas, si on le fait. Souvent, la phrase, c'est « mais je ne sais pas comment vous remercier ». Mais il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. C'est le cas de Marie-Madeleine. Ça c'est quelqu'un qui est raconté dans le livre. Tu n'étais pas forcément sur place, mais elle a dit cette phrase. Et qu'est-ce qui peut vous remercier, vous qui venez bénévolement, qui parfois il y avait des trekkers qui venaient de l'autre bout de la France pour venir aider bénévolement. On a eu 4 personnes qui sont venues de Toulouse. Ouais. C'est quoi qui vous anime, qui vous remplit ? Le sourire de la personne. Le fait de voir qu'il y a les yeux qui se remettent un peu à briller, qu'on vient soulager quelque chose, en fait. On vient enlever un poids. Pas seulement le rocher, mais un poids. Même les plus récalcitrants, j'allais dire, parce que des fois, à la montagne, il y a des caractères bien trempés, des gens qui aiment être isolés. Le caractère montagnard, oui. Voilà. Par exemple, à un moment, on te décrit un monsieur retraité qui, a priori, refuse toute aide, etc. Comment ça se passe avec lui ? Au départ, on y va un petit peu, sur la pointe des pieds, parce qu'on se dit, peut-être qu'on va l'embêter, peut-être qu'il n'a pas envie. Et puis très vite, on se rend compte que non, pas du tout, il est très content d'avoir notre visite, et il est surpris, bien sûr, lui aussi, très content. Et le lendemain, tant et si bien que le lendemain, une équipe retourne lui amener d'autres choses dont il avait besoin, ou au fil de la discussion, on s'est rendu compte de ce qui pouvait lui manquer. Cette même journée, combien de personnes vous avez aidées ? On a vidé tous nos sacs à dos. On a vidé nos sacs à dos. Donc voilà, le but c'était... toutes les maisons sur l'itinéraire. Ça représente combien je ne sais pas, 20, 30 maisons, quelque chose comme ça. Vous partez toute une journée, vous partez j'imagine très tôt le matin. Quand vous rentrez le soir, qu'est-ce qui se passe sur ton terrain, sur ce campement où on se retrouve avec une quarantaine de trekkers ? C'est quoi l'ambiance ? C'était un peu le camp retranché de petits bonhommes. Et il y a une ambiance extrêmement chaleureuse et conviviale. Et les gens ont fait connaissance déjà un petit peu dans la journée sur l'itinéraire de ravitaillement. Et le soir, il y a une sorte de veillée en fait très chouette où tout le monde discute, tout le monde parle montagne, où tout le monde partage aussi les émotions de la journée, bien sûr, parce que ça... C'est un peu les montagnes russes émotionnelles.
C'est quoi ces souvenirs que tu t'es fait? Ce sont des souvenirs pour la vie, j'imagine. Oui. C'est des amis aussi que Des amis tu as rencontrés, des amitiés qui se sont nouées. C'est quoi le souvenir le plus émouvant, si je te le demande, de ce groupe que tu retiens? Il y a des amitiés qui se sont forgées au fil de ces 5 années. On ne se connaissait pas, aucun d'entre nous se connaissait. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que sans se connaître, on a réussi à trouver les uns envers les autres des sortes de passerelles, de ponts d'amitié ou de sensibilité commune ou d'intérêt commun, de volonté commune, effectivement aussi de solidarité, d'humanité. Et tout ça, ça a fait une espèce de ciment, c'est vraiment le terme employé pour la reconstruction. Pour le coup. Voilà, une sorte de ciment qui a fait qu'on s'est soudés les uns aux autres. Et je pense qu'il y a des amitiés qui dureront toute la vie. Ouais. Pas toutes, parce qu'après, chacun fait son chemin. Mais il y a vraiment un socle d'amitié qui est extraordinaire, oui. Parmi les missions dont on parle dans ce livre, il y a une mission qui s'appelle « Un pont pour Noël ». Oui. Quand on parle d'émotion, je pense que là, tu vas pouvoir nous émouvoir un petit peu. C'est quoi cette mission ? Alors, il y a une famille qui est enclavée parce qu'un ravin, en fait, un torrent, a complètement pulvérisé leur accès. Et donc, pour rentrer chez eux, il faut descendre une échelle de 4 mètres de haut, traverser le ravin en question et remonter la même chose de l'autre côté. Ouais. De l'autre côté, il faut savoir qu'il y a des animaux à nourrir, il y a des chevaux. Donc, il faut amener du foin, des bottes de paille. Enfin, c'est impossible. Colossal. Ouais. Un travail colossal. Et évidemment, reconstruire un accès comme ça, c'est un devis au moins à 5 chiffres. Donc, c'est extrêmement lourd financièrement à supporter, voire impossible quand on n'a pas prévu que ça allait arriver. Martial a été l'initiateur, entre autres, de ce chantier, avec David, Rodolphe et Naïma, qui ont été les fondateurs, les 4 premiers, voilà, le quatuor de départ, de manière à pouvoir offrir à Noël, il fallait que le chantier soit terminé à Noël, c'est pour ça qu'on appelle cette mission-là le pont pour Noël, l'accès à nouveau à cette famille, un accès normal, carrossable, réparé. Là, combien de personnes, pendant combien de temps ont travaillé ? Qu'est-ce que vous avez dû faire ? Parce qu'en plus, tu as découvert des tonnes de métiers Oui. grâce, on va dire, à la tempête Alex. Tu dis grâce ou à cause de la tempête Alex ? Non, grâce. Ouais. Ouais. Il faut toujours, dans quelque chose de négatif, arriver à ressortir le positif et les bonnes choses. Il y en a tout le temps, même dans un drame. J'aime beaucoup cette façon de penser. Ouais. Donc, grâce à la tempête Alex, aujourd'hui, tu fais de la maçonnerie. Voilà. Tu fais, je bûcheronne, ouais. je tronçonne, je fais un tas de choses, oui. Parce que comment ça fonctionnait ? Chacun avait un petit savoir-faire et le transmettait à l'autre, c'est ça l'idée ? Voilà. En fait, c'est une espèce de conglomérat de compétences. Alors, il y a ceux qui sont très physiques, qui vont pouvoir porter des charges extrêmement lourdes. Il y a ceux qui vont être techniques, qui vont savoir comment installer tel matériel, etc. Il y a des gens qui vont être plus administratifs, qui vont pouvoir faire un courrier, qui vont pouvoir... Donc, toutes ces compétences vont se rassembler et on va arriver à construire quelque chose tous ensemble. Il y a une personne très forte dont tu parles dans le livre qui s'appelle Lolita. Lolita, elle a vraiment été durement touchée par cette tempête Alex. Qu'est-ce qui est arrivé à Lolita ? Alors Lolita, c'est une rencontre au cours de la première mission. On descend notre itinéraire et puis à un moment donné, on voit de l'autre côté de la Roya une maison coupée en deux, mais vraiment coupée en deux. C'est-à-dire qu'on voit tout l'intérieur de la maison, la voûte, la toiture, tout est... elle est à l'intérieur. Ouais. Et on voit des gens qui sont affairés à vider des choses, à essayer de traverser la rivière. Ils ont installé un câble de fortune, un peu comme une tyrolienne, pour vider d'un côté et amener de l'autre, d'une rive à l'autre. Et ils sont fatigués, évidemment. Donc, on prend le relais tout de suite, on leur propose, on met nos plus forts de l'équipe. Là, il faut des muscles, des biscottos. Exactement, pour continuer de ramener les affaires. Et on nous explique que donc la maison est habitée par Lolita. Et Lolita vient juste de finir ses travaux. Et la maison est emportée. Voilà. Elle est en dépression totale C'est assez terrible, mais en même temps, c'est une jeune femme qui est très résiliente et assez extraordinaire. Donc, on l'aide et on charge l'estafette qui est de l'autre côté, dans laquelle elle va pouvoir mettre ce qu'elle a réussi à sauver de ses affaires. Ouais.
Lolita, c'est une personnalité résiliente qui vous voit arriver comme beaucoup d'autres sinistrés avec beaucoup de gratitude, j'imagine, de reconnaissance. Qu'est-ce qu'elle vous témoigne, Lolita? Eh bien, Lolita est venue ensuite avec nous sur d'autres missions. Ouais. Et ça a été le cas à beaucoup d'endroits. Au Pont pour Noël, André est venu, il a emmené aussi sa fille avec nous dans d'autres missions pour aider à son tour ailleurs. André, c'était qui, André? C'était à la maison pour le Pont pour Noël. Oui, d'accord. Voilà, qui était isolé. Donc vous avez reconstruit son pont et derrière, il est venu vous aider sur d'autres missions. Il est venu avec sa fille. Lolita nous a accompagnés aussi. Bernard aussi. Voilà, il y a beaucoup de personnes comme ça qui ont été sinistrées, qu'on est allé aider. Et puis qui ont décidé de venir à leur tour. Donc c'est un peu un effet boule de neige finalement. C'est hyper fort. Vous avez envie de vous prendre dans les bras tout le temps, non? Oui, tout le temps. Oui. À chaque fois que vous vous voyez encore aujourd'hui. Je ne suis pas sûre pendant le Covid que les distances aient bien été respectées tout le temps. Oui, mais l'humanité vous remercie d'avoir fait ça. A posteriori encore plus. Juste une chose. Un jour... c'est chez toi que ces 30 ou 40 trekkers vont débarquer, mais pour vraiment réparer ta maison. Tu t'y attendais? C'était une surprise? Alors, je savais un petit peu, mais pas tout. Ouais. Explique-nous, parce que là, je veux vraiment que tu nous fasses vivre le moment. Oui. Évidemment, comme je disais tout à l'heure, comme finalement chez moi, c'était moins grave qu'ailleurs, j'ai rien dit. Même à mes camarades de Mission Trekker, il y avait peut-être une ou deux personnes qui savaient que j'avais été sinistrée, mais c'est tout. Parce qu'en fait, j'osais même pas le dire. Ouais, parce que j'avais un peu honte, finalement, que ce soit si peu ça. par rapport à des gens qui, même les pauvres, n'étaient plus là, n'étaient plus en vie. Donc j'ai rien dit. Et puis un jour où on passe avec une des trekkeuses, elle voit les rubalises, les barrières, les choses de protection. Elle me dit, mais qu'est-ce que c'est tout ça chez toi? Je dis, c'est la tempête Alex. Elle me dit, mais tu rigoles? Je dis, non. Elle me dit, mais t'as rien dit? Je dis, non. Il y a pire que moi. Oui. Elle est comme ça, non? Parce que voilà. Et elle me dit, mais c'est pas possible. Elle me dit, mais il faut qu'on vienne t'aider. Tu vas aider ailleurs, il faut qu'on vienne t'aider aussi. Et c'est parti comme ça. Ouais. Et c'est Léa, en fait, qui est allée en parler à Martial et qui a dit, il faut faire quelque chose chez Anne-Laure. Ouais. Et à partir de là, les copains se sont organisés et ont fait une surprise incroyable parce qu'ils ont fait venir aussi non seulement Mission Trekker, mais aussi Aide aux sinistrés, une autre association, et aussi les Week-ends solidaires, une troisième association. Wow. Donc il y a 3 associations qui sont venues et j'ai 90 personnes qui sont venues aider. Et ça, tu n'étais pas au courant. 90 personnes qui débarquent. Alors, tu as l'habitude d'aller avec 30 ou 40 personnes. 90, et 90 personnes, quand c'est pour soi, tu t'effondres en larmes un peu? J'en croyais pas mes yeux, en fait. J'ai passé la journée vraiment avec l'émotion contenue jusque-là, pour ne pas pleurer toute la journée. Mais oui, j'étais évidemment très émue. Et non, c'était magnifique. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait à 90 personnes que tu aurais fait peut-être en 6 mois, 1 an, 2 ans? Ah non, que je n'aurais pas fait du tout. Tu n'aurais pas pu le faire? Que j'aurais pas pu faire. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait faire des devis et c'était pas possible. Ouais. C'était impossible. Ouais. Donc c'était un problème, mais j'avais pas de solution sur le moment. Alors concrètement, qu'est-ce qu'ils ont fait pour toi? Qu'est-ce qui a été réparé? Qu'est-ce qui a été fait? Alors 2 murs en aglo, 2 murs embanchés, 3 mètres de haut. Et un énorme mur en pierre sèche, voilà, qui doit faire plus de 10 mètres de long. Ton terrain avait été touché aussi. Ils ont fait quelque chose à ce niveau-là pour remblayer Oui, après la construction des murs, donc on a remblayé derrière, mais ça a été fait même en plusieurs phases, parce qu'évidemment, il faut attendre que ça sèche, on ne peut pas monter le mur en une fois. Donc on a fait plusieurs week-ends. Et les murs ont été construits, l'arrière a été remblayé, le chemin d'accès surtout a été protégé et sauvé. Ouais. Donc une fois que tu as été dans les 2 camps, le réconfort là, tu l'as senti comme ces victimes, ces personnes sinistrées que tu as aidées presque au centuple, tu l'as ressenti? Oui, j'ai compris ce que ça faisait dans l'autre sens en fait. J'ai eu vraiment les 2 côtés du paravent. Donc on voit toutes ces personnes, en effet, et pour le coup, beaucoup, je ne les connaissais pas, puisqu'il y avait aussi d'autres associations qui venaient. J'en connaissais certains déjà, puisqu'on a fait plusieurs missions ensemble, mais je ne les connaissais pas tous. Et donc, je me suis retrouvée dans la position inverse. Ouais. Et finalement, c'était peut-être moi, à ce moment-là, qui disais, mais
mais comment je peux vous remercier et pourquoi vous venez m'aider, vous ne me connaissez pas, et voilà, ce que moi j'entendais sur les chantiers dans l'autre sens, en fait, en tant que bénévole. Alors, il y a une question qu'on peut se poser, c'est d'où viennent le ciment, les pierres, la nourriture que vous donnez, parce qu'au départ, en plus, vous n'êtes pas une association vraiment bien structurée, vous êtes un collectif. Ça a été compliqué de trouver les matières premières? Alors, c'est le système D, c'est la force de persuasion, c'est la bonne volonté, l'énergie qu'on peut déployer. Et quand on déploie de l'énergie, on se rend compte de tout ce qu'on arrive à faire. Au départ, en effet, on n'a pas de fonds, on n'a pas de ressources financières. Donc, il faut se débrouiller autrement. Alors, il y a les dons du public. On va frapper aux portes. Mais les dons, on ne peut pas les recevoir. Les dons financiers, on ne peut pas les recevoir. Parce que comme on n'est pas une association, on n'est pas une structure, une personne morale, on n'a pas de compte bancaire. Mais quand je dis les dons du public, ça peut être aussi des couvertures, des vivres, etc. Donc du grand public. Oui, tout à fait. Après, il faut aller taper... Moi, j'ai fait des collectes sur mon lieu de travail, par exemple. Mon patron m'a autorisé à demander à mes collègues, et même à mettre en bas des emails une signature, des emails de tous les collaborateurs de l'Hôtel des Ventes, à l'époque, pour faire des dons. OK. Donc ça, on récoltait des biens comme ça, oui, absolument. Oui. Il y a aussi les entrepreneurs qui ont été formidables. Par exemple, vous avez à un moment eu un énorme chantier. Si je te demande ton plus gros chantier, c'est lequel? Alors il y en a eu 2 gigantesques, c'était le pont pour Noël et ça a été la passerelle de la Lavina. Donc à chaque fois des ponts, parce que c'est des ouvrages techniques pour lesquels on a un maître d'œuvre, parce que c'est pas notre métier, nous on est traiqueurs, mais on n'est pas maçon, on n'est pas entrepreneur. Donc il faut quand même un professionnel derrière, parce qu'il y a des données techniques à respecter au niveau de la sécurité. Donc à chaque fois on a un maître d'œuvre qui va suivre le chantier et traiter l'aspect vraiment technique et compliqué pour nous. Ça a été le cas aussi sur cette passerelle de la Lavina, qu'on a mise en place notamment avec la Fondation Vinci, avec des entreprises, une entreprise monégasque qui nous a accompagnés pour la structure, pour la construction de la passerelle, et également Hélicoptères de France, qui nous a offert les héliportages. Contre une solide poignée de main. Je tiens vraiment à cette phrase-là, parce que voilà, ils nous ont échangé contre une solide poignée de main. Voilà. C'est unique. On avait les larmes aux yeux, c'est extraordinaire d'entendre ça. Et à eux, quand vous leur avez dit comment vous remercier, ils vous ont dit une poignée de main suffira. Une solide poignée de main. C'est ça. Et c'est vrai que au niveau de l'émotion, c'est les montagnes russes, c'est ça qui te motive. C'est ça qui motive tous ces trekkers. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire du bien aux autres. Et on se fait du bien quand on fait du bien aux autres. Ça se résume à ça? Oui, on trouve sa place. Ça prend un sens. Tout prend un sens. Les choses s'imbriquent, les choses prennent une autre dimension. On arrête d'être égocentré et on regarde ce qui se passe ailleurs. Et on relativise beaucoup de choses. On a besoin de l'autre, c'est ce que tu dis en permanence. Même un ermite a besoin de l'autre. Oui. Tu parles dans ce bouquin de Tchagel, c'est comme ça que tu l'appelles. Qui est-il? Alors, Tchagel est un monsieur qui vit dans la montagne, en quasi-autonomie, on va dire. Il cultive, il chasse, il fabrique même de quoi chasser. Il a son arc pour le gibier. Et on est allé chez lui grâce à Lolita. C'est Lolita qui nous a parlé de lui. Et il ne peut accéder chez lui que par un sentier, alors vraiment un sentier de randonnée pour le coup, et qui évidemment a subi aussi beaucoup de dégâts du fait de la tempête. Donc il ne peut plus trop circuler, ni monter et descendre avec les ânes qu'il utilise habituellement. Donc on est allé l'aider. On est allé enlever les blocs de pierre, recréer par-ci par-là des passages corrects et non dangereux, et puis le ravitailler aussi, lui amener des choses. Et c'était une rencontre extraordinaire, parce que d'abord, lui, il habite dans un endroit magique où il a tout fait lui-même, et c'est une personnalité très attachante, vraiment très attachante. Oui. Pourquoi très attachante? Parce que c'est quelqu'un qui ne voit jamais personne tout au long de l'année presque. Il a très peu de contact avec l'extérieur. Oui, il a du passage, mais attention, il n'est pas dans une grotte non plus. Oui. Mais il a du passage, mais c'est vrai qu'il est très reculé, dans un habitat qui est très reculé. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'accès comme tout un chacun peut avoir chez soi, pas du tout. Donc on lui avait fait des petits colis, on va dire, avec un tas de choses, et notamment du chocolat. Alors le chocolat, c'était vraiment la gourmandise extrême. Oui. Ouais, et ces personnes que tu as rencontrées
pour des missions très ponctuelles. Tu les revois parfois ou très souvent? Il arrive qu'on retourne, oui, Ouais. il arrive qu'on retourne. Tchagol, on aime bien retourner de temps en temps. Ouais. On aime bien retourner, on lui a ramené d'autres choses après, parce qu'on sait un petit peu quels peuvent être ses besoins, donc on en profite, on met dans le sac à dos quelques petites choses, et puis sur place, lui nous offre une petite calebasse qu'il a décorée, voilà, ça se passe comme ça. Il paraît qu'il fait même du troc. Oui, c'est ça, Tchagol, voilà, ouais. ouais, on peut faire du rock. Qu'est-ce que tu as appris des autres avec tout ça? Est-ce que tu avais un regard différent sur l'humain avant la tempête Alex par rapport à aujourd'hui? Ça peut quand même redonner foi, oui. Ça redonne foi, on voit la bienveillance, une bienveillance gratuite, parce qu'en fait, quand on fait ça, on n'attend effectivement rien en retour, même pas un merci d'ailleurs. Donc, il y a des gens qui ne vous ont pas dit merci? C'est arrivé? C'est arrivé, mais ça n'a pas d'importance. Et pourquoi ils ne disent pas merci? Peut-être que les gens sont surpris, en fait. Je pense que la surprise, l'incrédulité, le gros point d'interrogation, mais pourquoi est-ce qu'ils font tout ça? Peut-être la méfiance de se dire, ils attendent quelque chose en retour, mais non, pas du tout. C'est la méfiance. Ouais. Pas du tout. Peut-être la méfiance. Ouais. Oui. Par exemple, quand on a dégagé le canal du Mont, qui était un chantier, ça aussi, complètement extravagant. C'est un canal de 200 mètres de long, qui fait 2 mètres de haut, 2 mètres de large, et qui était totalement rempli de limons. Et à l'intérieur de ce canal passe une petite rigole, enfin de ce tunnel plutôt, passe une rigole qui apporte de l'eau à 168 propriétés pour les terrains. Ouais. Évidemment, plus d'eau ne circulait puisque c'était complètement bouché. Alors, Martial, même là, s'est dit là quand même, là c'est costaud. Je ne sais pas si on va pouvoir faire quelque chose. Et puis on a dit on va essayer, on va le faire. Évidemment, tout le monde dit ils sont complètement fada, ils n'y arriveront jamais. Vous avez mis combien de week-ends à redonner l'eau grâce à ce canal à 168 foyers, je crois. 4 ou 5 week-ends, oui. 168 foyers, c'est ça. On a fait venir, on a eu le soutien de la Principauté de Monaco, on a fait venir les pompiers de Monaco, les carabiniers du Prince, qui ont été détachés pour venir nous aider. Wow. Donc ça, c'était aussi une reconnaissance. Et on a fini par en venir à bout à la main, parce qu'aucune machine ne pouvait accéder. On ne peut toujours d'ailleurs accéder à ce tunnel que par un sentier, comme toujours dans nos montagnes. Et donc tout s'est fait à la main. La pelle, la pioche, des brouettes. Et au départ, il fallait ramper dans peut-être 40 cm ou 50 cm d'espace laissé vide. Et quand on a vu couler l'eau, c'était magnifique. Voilà. Là, tu as appris un nouveau métier, c'est le métier de mineur, pratiquement. Voilà, c'est ça. Ce jour-là. Ah ben, on a des casques, évidemment. Ouais. On est équipé en casque. Voilà. Et quand il y a 168 foyers qui sont à nouveau alimentés en eau potable, c'est quoi votre satisfaction et c'est quoi le retour que vous avez? Parce que là, vous avez quand même du monde qui peut vous dire merci, là. Notre satisfaction, c'est d'avoir accompli une chose qu'on pensait impossible. En fait, rien n'est vraiment impossible, on s'en rend compte, parce que même un chantier comme celui-là, où tout, encore une fois, a été fait à la main, tout à la main, aucune machine, c'était gigantesque à faire, et on est quand même arrivé, on est arrivé à bout. On a été soutenu par l'association du canal en question, par la mairie de Breil. On est très soutenu par le maire de Breil, qui vient voir à chaque fois nos chantiers, donc on a cette satisfaction-là, de dire, bah oui, notre travail est reconnu, les gens viennent voir ce qu'on a fait, c'est bien. On n'attend pas ça, mais évidemment, c'est bien. Voilà, mais ça permet de se dire, on ne le fait pas conforte. Pour rien, et on va continuer. Sûr. Et on va continuer. J'aimerais que tu nous parles de la mission numéro 19. Si je te dis mission numéro 19 dans le bouquin, tu sais à quoi ça fait référence ou pas? On est à 80 missions, alors je ne sais plus. Alors la 19, moi, elle m'a particulièrement plu parce que c'est le jour où tu es devenue jardinière, avec ton association et une autre association, parce qu'il y a eu aussi des initiatives parfois décalées, émouvantes. Celle-ci, elle est presque poétique. Explique-moi comment vous avez pris part à cette initiative qui était de refleurir une commune. Alors, l'initiative, cette fois-ci, a été prise par nos amis de l'association Aide aux sinistrés, Wilfried Bricourt. Et on est parti avec eux dans ce projet. Et il s'agissait en effet de revégétaliser et refleurir à la fois des espaces publics et à la fois des espaces privés, chez des gens où le jardin avait été emporté ou alors recouvert de pierres, parce qu'on avait l'impression que des pluies de pierres s'étaient abattues. Et la ville était devenue toute grise. Oui. On est dans quelle commune? Alors, on a revégétalisé Breil-sur-Roya, Saint-Dalmas, Tende, en fait,
un peu partout où on est passé. Et là, il faut que tu m'expliques la chaîne humaine qui Oui. va aller de Fréjus jusqu'à Breil-sur-Roya et dans une bonne partie de la vallée. Et même du Vaucluse. Et même du Ça a démarré Vaucluse. dans le Vaucluse, parce que Wilfried est dans le Vaucluse. Ouais. Donc, des pépiniéristes de grande taille ou des petits fleuristes ont offert des végétaux. On a rempli des camions. Des Il y avait milliers de végétaux. Oui, c'était énorme, énorme. Il y avait des arbres, des buissons, des fleurs, des bulbes, de tout. Ouais. Vraiment de tout. Et on a rempli une dizaine de camions. Et le camion est arrivé en convoi jusqu'à Breil, sur la place principale du village, où on a tout descendu des camions et tout installé sur la place. C'était extraordinaire. On aurait dit un marché aux fleurs. C'est ça. On est passé du gris des pierres dont tu Ouais. parlais Ouais. à un arc-en-ciel. Voilà. Et Et on est parti chez les gens plantés. Donc, on a effectivement appris le métier de jardinier, nous aussi. Donc, on a replanté chez des gens. Et on a aussi distribué dans la ville pour que les gens mettent aussi sur leurs fenêtres. Et même si c'était des gens qui eux-mêmes n'étaient pas sinistrés, c'est pas grave. Voilà, ça permettait d'apporter un peu de couleur. Ouais. Et là aussi, les sourires étaient au rendez-vous. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est que les sourires, ils sont aussi au rendez-vous autour de la table. Parce que j'ai l'impression, là j'ai vu plein de photos dans le livre, où vous êtes autour d'une paella, en soirée ceci, en soirée cela. C'est-à-dire que c'est la façon aussi des sinistrés de vous dire merci, de vous ouvrir une table, de vous faire un bon repas. Oui. C'est un moment d'échange. Bon, alors d'abord, tout ça, ça creuse. Hein. Ah, évidemment. Tout ce travail physique, ça creuse. Des calories, vous en avez dépensé. Ouais. Beaucoup. Et c'est vrai que presque tout le temps, en fait, on a été accueillis avec un repas. Alors, ça a été même parfois un repas pris en charge par les mairies. Ouais. Qui voyaient le travail qu'on faisait pour les habitants de leur commune. Donc on a été soutenus aussi de cette façon-là, ou chez les gens directement. Donc on a eu, je pense notamment dans la vallée du Queyros, une des premières missions, on a reconstruit 8 passerelles parce qu'il n'y avait plus du tout de route, on ne pouvait plus du tout passer. Donc par-ci, par-là, on construisait avec ce qu'on trouvait sur place, évidemment. Ouais. Des morceaux de palettes, des troncs d'arbres qui étaient déjà déracinés. Donc on a reconstruit 8 passerelles. Et on a été accueillis chez un des habitants du vallon du Queyros par une marmite gigantesque avec un plat chaud, ce qui était un grand luxe. Réconfortant pour vous, du coup, là. Réconfortant. Et ça, c'est des moments de partage entre bénévoles et sinistrés. Donc ça crée évidemment des liens. Ouais. C'est merveilleux. Un peu plus bas, toujours dans le vallon du Queyros aussi, dans une autre maison, dans une autre famille, on nous a fait goûter les liqueurs faites maison, le miel des abeilles de la famille. Enfin, c'est des moments qui ne peuvent exister que dans ce genre de circonstances, en fait. Ouais. Est-ce que tu as l'impression, en 5 ans, puisque ça dure encore aujourd'hui, hein, ces week-ends solidaires, alors c'est le nom d'une association, mais c'est bien ce que tu fais aussi avec les trekkers, est-ce que tu as l'impression d'avoir vécu 1000 vies depuis 5 ans, parce que tu as fait des choses que tu n'auras jamais faites, des expériences que tu n'aurais jamais vécues? Oui, c'est un oui sans aucune hésitation. Le premier jour, David, donc, qui a été cofondateur avec Martial de cet élan solidaire, m'a dit « Tu vas voir, tu es capable de faire beaucoup plus que ce que tu crois ». Alors cette petite phrase, je l'ai entendue, mais finalement, ce n'est pas une petite phrase, c'est une grande phrase. Et elle a trouvé vraiment une résonance, et effectivement, je me suis dit, mince, il avait raison. Parce que je ne savais pas tronçonner, je n'avais jamais tenu de tronçonnage, je n'avais jamais eu besoin. Bon, il y a un tas de choses que je ne savais pas faire. Ouais. Et j'ai appris énormément. J'ai appris alors, peut-être que j'ai aussi transmis, moi, quelque chose, j'espère. Oh, je pense, ça a été dans les deux sens. Mais qu'est-ce que tu as pu transmettre, toi, par exemple, où on t'a dit « merci, je ne savais pas faire » Alors, moi, on m'a appelé le couteau suisse assez vite, en fait. Parce que j'essayais toujours d'avoir des petites astuces ou de trouver la bonne personne qu'il faut contacter ou de démêler des choses pour faire des courriers. Parce que j'ai l'habitude des choses administratives, ça fait partie de mon métier. Talent d'organisatrice un peu aussi. Oui, aussi. Donc vraiment un échange de compétences, oui. Et les expériences que tu as vécues, alors pêle-mêle, tu as fait de l'hélicoptère, tu ne serais jamais monté dans un hélico. Tu as parlé tout à l'heure de cette poignée de main qui a remercié ceux qui sont venus vous prêter cet hélico. Tu as fait de la télé aussi. On a fait de la télé, on a fait de la radio, on a fait... tu as fait le Jour du Seigneur à la télé, par exemple. Qu'est-ce que tu as fait au Jour du Seigneur? Alors, le Jour du Seigneur, toute l'équipe du Jour du Seigneur est venue nous suivre pour un captage d'eau
Donc une maison qui n'avait plus d'eau, qui sortait des robinets. Okay. Et on a dû refaire tirer tous les tuyaux jusqu'à la source pour que l'eau revienne dans la maison. Et on a été suivis donc par toute l'équipe du Jour du Seigneur sur le thème de la foi, en fait, la foi et la résilience. Tu as aussi croisé, alors j'ai vu une photo du prince de Monaco, oui. tu as pu échanger avec lui à un moment? Il a soutenu nos actions plusieurs fois, notamment dans le ravitaillement de Casterino, qui est un mot qui est resté enclavé très 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 longtemps et dans lequel nous nous sommes rendus plusieurs fois, notamment en période de Noël, avec un traîneau qui a été fabriqué à partir d'un lit d'enfant de la Reine des Neiges, transformé avec des roues pour passer sur les endroits sans neige, avec des skis pour passer sur les endroits avec de la neige. Et le traîneau a été rempli par des victuailles de Noël, et notamment des énormes et magnifiques panettones offerts par le prince de Monaco. Ouais. On était monté d'ailleurs avec la Croix-Rouge monégasque ce jour-là, entre autres. Mais c'est ça qui est chouette, on parlait de fleurissement tout à l'heure. Vous essayez aussi dans vos missions d'ajouter du sourire, d'ajouter de la joie. On sait la peine dans laquelle sont encore certains sinistrés. Alors on va parler du présent, parce que justement des sinistrés qui galèrent encore, tu en croises toutes les semaines avec Mission Trécœur. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Alors, tout le monde ne sait pas forcément signaler. Il y a des gens qui essayent de réparer aussi dans leur coin parce qu'il y a de la pudeur aussi. Parfois, on n'ose pas dire ou on ne sait pas demander de l'aide. C'est difficile de demander quelque chose, c'est très difficile. Donc, il y a encore des gens peut-être qu'on ne connaît pas et qui ont besoin de quelque chose. Donc, on est là. Il faut nous envoyer un petit message ou nous contacter. Peut-être que les coordonnées pourront être transmises. Oui. Et on est là. Si on peut le faire, bien sûr, on va essayer de le faire. Absolument. Alors, Mission Trécœur, on peut vous contacter pour se faire aider. Mais est-ce que vous avez encore besoin de matériel et d'humains pour vous donner et vous prêter main forte? Alors, on a toujours besoin. Ouais. C'est comme un pulse géant, en fait. Et il faut que toutes les pièces soient bien ajustées. Donc, on a besoin de bénévoles, bien sûr. Pas seulement de gens qui vont être très physiques. On n'a pas forcément besoin de gens qui vont être capables de marcher 20 km avec 30 kilos sur le dos. On a aussi besoin d'administratifs. Ouais. On a besoin de logistique. Oui. On a besoin de gens qui ont des idées, qui vont savoir prendre un projet en main, et il n'y a pas besoin d'être sur place, ça peut se faire même à distance. En plus, avec les moyens de communication maintenant, c'est très facile. On a besoin de fonds, bien sûr. Donc quelqu'un qui va avoir dans ses compétences les levées de fonds, par exemple. Pourquoi pas? Okay. Au contraire. Ouais. On peut venir vous aider pour une mission. Oui. On n'est pas obligé d'en faire 12, 15, 20. On peut venir une fois, c'est tout. Et souvent, quand on vient une fois, on revient? C'est le risque. Votre association, aujourd'hui, elle dépasse même les frontières. C'est-à-dire que vous avez acquis une expérience qui fait que vous êtes reconnu à l'international. Exemple, par exemple, en Espagne, je crois. En Espagne, quand il y a eu ces grandes inondations à Valence, on est allé plusieurs fois. On a la chance d'avoir pu monter un petit équipement avec des pompes, notamment pour les eaux chargées. Donc on est allé avec notre petite camionnette, nos pompes et nos bénévoles, et pelles, pioches, etc., aider sur place et propager, si on peut dire, notre modèle associatif. En toute modestie, évidemment, mais montrer ce qu'on a, nous, réussi à faire. Et comment on peut, en regroupant des bonnes volontés et en regroupant un peu d'humanité, arriver à beaucoup, finalement. L'humanité, ça revient très souvent. Quand vous allez déployer ça à l'étranger, vous continuez à faire des missions, alors pour réparer, mais vous faites aussi des missions complètement humanitaires, qui sont vraiment à 100% dans l'humain. Je veux parler de, tu vois, quelle mission? La mission Joëlette. Tu peux m'expliquer ce que c'est, ça? Parce que c'est un pur bonheur à lire dans le livre. D'ailleurs, on va vous recommander d'aller vous procurer ce livre aux éditions du Cabri, qui s'intitule La tempête Alex, prise d'assaut, parce que dedans, vous allez lire la mission Joëlette. C'est quoi cette mission? Alors, une Joëlette, c'est un petit peu comme une chaise à porteur des temps modernes, avec des roues et puis des grands bras pour tenir. Et ça permet à des personnes à mobilité réduite de se déplacer de manière sportive avec des gens autour qui vont pouvoir les porter. Et il y a des compétitions et des championnats. Et comment cette histoire a démarré?
l'un d'entre nous a une maman qui est à mobilité réduite, mais qui voit tout le temps les photos de son fils, Cédric, pour ne pas le nommer, et qui lui dit un jour « Oh là là, c'est tellement beau ce que tu fais, j'aurais tellement aimé venir avec toi et voir tout ça dans la montagne. » Et il me partage cette chose-là. Alors je me dis, mais peut-être qu'on pourrait quand même faire quelque chose, parce que fatalité, quelques jours avant, je vois dans Monaco Matin un article sur les Joëlettes, l'équipe de Joëlettes de Monaco, qui est vice-championne du monde de la discipline. Et je me dis, mais on peut peut-être faire quelque chose avec eux. Donc j'appelle Martial, et Martial me dit, on va le faire. Donc on appelle... Oui, ben, le problème de Martial et moi, c'est qu'on a... Non, et puis on a toujours une idée qui chasse l'autre, c'est épouvantable. C'est très fatigant. Donc on appelle le président de l'association, François Poirier, qui dit oui tout de suite. Et puis on appelle l'association Muntakala, qui est une association de montagne, de marche en montagne, et Falicon Trail Plaisir, où ce sont des trailers, donc des gens, on va dire, robustes. Voilà, tous ces gens-là sont quand même capables de porter une joëlette en montée. Parce que ça peut aller jusqu'à combien de mètres d'altitude, là, en l'occurrence, pour cette fois-ci ? Le sommet du Mont Chajol, on était à 2000 quelque chose. Oui, donc c'est bien costaud, dans des chemins de pierre, on est d'accord. Voilà. Et on a quand même rajouté de la difficulté, parce qu'on a expliqué à François, on a dit on voudrait faire ça, mais attention, on voudrait partir la nuit, parce qu'il faut qu'on arrive au lever du soleil, parce qu'on veut offrir un lever de soleil et un petit déjeuner. Donc à 2 personnes qui ne pourraient pas le faire autrement. Et il a dit oui. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc on est parti, on a bivouaqué la veille au soir. On fait toujours un bivouac parce que c'est l'ADN des trekkers de dormir dehors. On fait un bivouac et puis c'est très convivial. Et le lendemain, on est parti avec les lampes frontales et les équipes de Joëlette jusqu'au sommet du Mont Chajol, voir ce lever de soleil et ensuite partager le petit déjeuner. Donc là, il y avait évidemment les gens qui portaient les Joëlettes, mais il y avait aussi à côté de ça des gens peut-être moins aguerris à la course en montagne, mais qui vont porter dans le sac à dos une brioche, un thermos de café ou tout simplement une lampe torche pour éclairer le passage des Joëlettes. Donc il y a vraiment la place pour tout le le monde. C'est génial. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est le ressenti de la maman de Cédric, qui est cette personne à mobilité réduite que vous avez emmenée jusque-là. Et quand elle lui disait « J'aimerais tellement voir ce que tu fais en vrai », elle n'y croyait pas une seconde. Son vœu a été exaucé. Son vœu a été exaucé. Et en plus, elle était avec son fils. Et son fils a porté la Joëlette. Et alors, dans quel état ils étaient, les deux ? Je pense que l'émotion était quand même à son maximum. Et pas eux. Pas seulement eux, mais je crois tout le monde. Oui. On était très émus de pouvoir offrir ce moment et je crois que les sourires avaient du mal à quitter les visages. Le 2 octobre 2025, il y a quelques mois, je suis venu à une avant-première d'un documentaire, de 2 documentaires sur la tempête Alex, dans lequel tu apparais avec les trekkers, avec les week-ends solidaires et les autres associations dont on parlait. Il y avait là aussi une émotion très palpable. J'ai l'impression que vous êtes tous un peu à fleur de peau depuis cette tempête Alex. Ça t'arrive de craquer, toi, émotionnellement parfois, en pensant à tout ce que vous avez fait, en pensant à ta maison aussi, qui est encore en travaux, j'imagine, aujourd'hui, ou ça, oui, ça il y a encore un peu à faire. Mais oui, il y a toujours ce ressenti qui est très fort. Et qui, alors évidemment, l'intensité n'est pas la même qu'au moment de la tempête, heureusement. Mais quand on y repense, on a toujours cette grande vague d'émotions. Et c'est vrai, comme je l'avais expliqué dans le livre, que je ne peux plus regarder le ciel de la même façon. Quand je vois cette barre noire que mes yeux ont vue ce jour-là, j'ai toujours une appréhension, c'est sûr. Ouais. Toujours. Oui. C'est pour ça qu'avec Martial, vous avez eu besoin aussi de coucher sur le papier. C'était un petit peu votre thérapie à vous, quelque part ? Oui, peut-être que ça a fait partie, c'est possible. Mais c'est aussi parce que ça a été une aventure tellement extraordinaire. Et je pense que c'est un modèle unique, ce qu'on a fait, un modèle associatif unique, où les bénévoles sont sinistrés, les sinistrés sont bénévoles, tout le monde vient aider tout le monde. On se débrouille au départ sans aucun fonds public, sans rien. Vraiment, juste l'art de la débrouille. On génère des aventures, en fait. On fabrique des aventures. C'est un peu le Roya Express. Hein. Oui, c'est ça. On fabrique des aventures humaines. Le cœur parle. Tout est fait vraiment dans la bienveillance et l'humanité. Ouais. Je vais lire, pour terminer, la première phrase du livre. C'est toi qui l'as choisie. Elle est extraite d'un livre de Sylvain Tesson. « Quelqu'un nous attendait quelque part. Définition de la richesse. » Ça dit tout. Voilà, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette phrase, pour toi ?
La richesse, le mot richesse fait penser tout de suite à quelque chose de matériel, de monnayable. Il se trouve que là, on parle d'humain, uniquement d'humain. C'est la rencontre de l'autre, c'est le lien qu'on va créer avec l'autre, qu'on ne connaît pas forcément, mais on va trouver le passage, le fil conducteur vers la personne, et on va tisser petit à petit des amitiés, on va tisser des relations humaines incroyables, et savoir qu'on est peut-être attendu quelque part, alors que la personne ne le sait pas non plus en face, qu'elle nous attend. C'est magique. Ouais. Ça donne une place. Voilà. Et là, on revient et on boucle sur la première mission où tu as senti la magie de la solidarité dès les premiers instants de ce collectif qui n'était pas encore l'association Mission Trekker. Merci en tout cas, c'est super chouette d'avoir partagé cette émotion et puis tout ce travail, ces 20 000 heures de bénévolat dont tu parlais tout à l'heure, et c'est pas fini. Donc si on a envie de vous contacter, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui se disent mais attends, mais moi je veux au moins essayer une fois. Je pense qu'ils vont être pris après. Oui. Par le virus. Comment on fait pour vous contacter ? Sur les réseaux sociaux, par exemple ? Oui, sur les réseaux sociaux. Mission Trekker. Voilà, Mission Trekker, on a notre site internet, peut-être on peut le nommer. Et sur Facebook aussi, on nous trouve sur tous les réseaux. Ouais, tapez Mission Trekker, parce qu'ils valent vraiment le coup. Il y a aussi ce livre aux éditions du Cabri, La tempête Alex, prise d'assaut. Alors, un tarif, c'est 30 €, je crois. Oui. Tout est reversé au profit de l'association ? Voilà, c'est au bénéfice de l'association. Et si je peux juste remercier Michel Braun, qui est notre éditeur, c'est un vrai éditeur. C'est pas imprimé sur Internet, c'est un vrai éditeur. C'est les éditions du Cabri qui sont à Breil-sur-Roya. Ouais. On est très fiers d'avoir un vrai éditeur. Et sans lui, on n'aurait jamais pu faire ce livre. Il a été d'un soutien total. On va terminer avec une séquence traditionnelle dans cette émission, c'est les questions de la table de chevet. Alors j'ai 3 questions pour toi. Ton livre de chevet, j'ai vu Sylvain Tesson tout à l'heure, tu vas peut-être me dire, c'est un roman ou un livre de développement personnel ? Alors, il n'y en a pas qu'un. Il y a à peu près toute la bibliothèque Sylvain Tesson. Ah, d'accord, ok. Donc blanc, tu es magnifique. Tesson à 200%. Blanc de Sylvain Tesson, extraordinaire pour les gens de la montagne, oui. Fabuleux. Une écriture inouïe. À recommander. Ouais. Et on rappelle que tu as un pyjama altitude. Hein, voilà. En parlant de montagne. Tu es du genre à t'endormir très vite ou à gamberger longtemps ? Oh non, je gamberge. Ouais. Je suis une couche tard, c'est effrayant. Ah oui, mais à cause de quoi de tout. Ah oui. Oui. Une idée chasse l'autre. Une idée chasse l'autre. Ça corrobore ce que tu disais tout à l'heure. Et le plus souvent, la nuit, c'est rêve ou cauchemar pour toi ? Rêve. Plutôt rêve. Oui. Y a eu un peu de cauchemar après la tempête ou pas ? On oublie. Voilà. Elle est foncièrement positive. Et ce qui te fait rêver, j'imagine, c'est toutes les actions accomplies et celles à venir. Oui. Eh ben, on va te laisser là-dessus. Merci beaucoup, Anne-Laure Carrega. Alors, elle ne voulait pas que je dise que c'était une héroïne. Non. Je pense que vous vous êtes fait votre idée. Je pense qu'on peut quand même garder le qualificatif. Merci, Anne-Laure. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve dès mercredi prochain avec d'autres confidences, ici, pour une soirée pyjama sur France.tv et la chaîne YouTube de France 3 PACA. Merci encore, Anne-Laure. Bravo. Merci beaucoup. Merci, Eric.